1er novembre 1954, entre minuit et 1h du matin, plusieurs attentats simultanés sont commis en divers endroits sur tout le territoire national. Batna, Khenchela, Alger, Boufarik, Ouira, Mostaganem, Azazga, Biskra et d'autres localités. Ont été alors ciblés les symboles de la colonisation. Casernes militaires, gendarmerie, commissariat, installations électriques, voies ferrées et autres fermes de colons. Ce n'était pas simplement, comme l'avait écrit Farhat Abbas, l'étincelle de l'insurrection, mais c'était le feu aux poudres. C'était l'Algérie tout entière qui se soulève pour briser le joug colonial. Le 1er novembre 1954 marque le début d'une très longue et pénible guerre de libération nationale qui va mettre un terme à une très longue nuit coloniale avec son lot de malheurs, de massacres, de crimes, d'enfumades, d'expropriation, de déportation, d'humiliation et de désastres infligés à un peuple qui n'a jamais renoncé à se libérer et à libérer son pays. Le sursaut de novembre, dont la portée n'avait apparu sur le moment qu'à une infime minorité d'observateurs, est l'aboutissement direct d'un long processus qui va de la résistance de l'émir Abdelkader jusqu'à l'initiative d'un groupe de militants nationalistes en rupture avec les appareils des organisations politiques traditionnelles. Ils sont 6 en Algérie et 3 établis alors à l'étranger. Le Moulaïd, le Mehdi, Boudiaf, Kérim, Bétat, Dédouche, Bembella, Etahmed et Khidel. Ce fut alors le serment des braves. هذا نوفمبر، هذا نوفمبر، قم وحي المدفعة واذكر جهادك في الحياة وسمعا، واقرأ كتابك للأنام مفصلا تقرأ به الدنيا الحديث الأروعا، واصدع بثورتك الزمان وأهله، واقرع بدولتك الورى والمجمعا، واعقد لحقك في الملاحم ندوة يقف السلاح بها خطيبا مسقعا، وقل الجزائر، وقل الجزائر واصغ إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين وركعا. نوفمبر جلا جلالك فينا ألست الذي بث فينا اليقين. Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Vous l'avez compris, nous allons évoquer ce soir le déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954, il y a jour pour jour 70 ans. Pour revenir sur ce moment fondateur qui a marqué notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Salih Hadjfel Sassi, Moudjahida, M. Boukhalfa Amazit, journaliste et scénariste, M. Salah Laghrour, frère d'un novembriste, Abbas Laghrour, Moudjahid de la zone 1, future Wilaya 1 historique, Ores Nmamcha, et enfin M. Bachir Hadj Bachir, auteur et chercheur en histoire. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission qui sera consacrée à la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Je commence avec vous, Madame Salih Hadjfel Sassi, vous êtes Moudjahida. Novembre, c'est d'abord des valeurs. Tout à fait. Avant de vous remercier de nous accueillir aujourd'hui, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir choisi pour cette soirée Fashhadou, Fashhadou, Fashhadou. C'est une magnifique opportunité que nous offre Canal Algérie et plus particulièrement vous-même de parler de cet événement
fondateur, marqueur de l'histoire de l'Algérie. Et j'espère que tout au long de cette soirée, nous pourrons, en revisitant cette proclamation de novembre, nous montrer fidèles à l'interrogation d'un des premiers novembristes, Didouche Mourad, qui avait dit « Si nous venions à disparaître, honorer notre mémoire ». Boukhalifa, certains disent que le 1er novembre, ce n'était pas simplement l'étincelle de l'insurrection, mais c'était le feu aux poudres. Oui, effectivement. En 132 ans de colonisation, l'Algérie était devenue une poudrière. Pour l'ensemble, non seulement pour la région, pour la Méditerranée, l'ensemble du continent africain. Il ne faut jamais perdre de vue que la première marche de la colonisation, l'escalier qui a mené jusqu'à la colonisation, a commencé à Alger en 1830. La colonisation de l'Afrique a commencé à Alger en 1830. Ce n'est pas c'est un grand projet de l'Europe, un grand projet des puissances de l'époque. Et ne pas oublier qu'en 1830, la France était la première puissance militaire du monde. Napoléon était parti à la conquête de toute l'Europe. Et c'est cette même armée, ce sont ces mêmes officiers qui sont venus un certain 14 juin, qui ont débarqué un certain 14 juin 1830 à Sidi Fradj. C'est tout cela que nous devons, à chaque fois que nous évoquons le 1er novembre, c'est tout cela que nous ne pouvons pas évoquer le 1er novembre sans évoquer tout cela. Parce que le 1er novembre, c'est la fin d'une époque et c'est le début de la fin, réellement le début de la fin du colonialisme. Pas de la colonisation de l'Algérie, mais du colonialisme français. Début de la fin du colonialisme, le 1er novembre 1954, M. Samaharo, c'est aussi une histoire de sacrifice. Oui, il faut savoir que le 1er novembre n'est pas né comme ça du néant. C'est une suite de résistance depuis l'arrivée de la colonisation française en 1930. Les Algériens n'ont pas arrêté, ils ne sont pas restés les bras croisés, ils ont continué à lutter du premier jour. On sait la lutte d'Amir Abdelkader qui a duré 17 années. Et puis après, une suite de luttes qui étaient, certaines étaient régionales d'ailleurs. Et donc cette résistance a eu lieu tout le long de 130 années de colonisation dans toutes les régions d'Algérie, à l'est, l'ouest, le sud, et puis qui sont terminées en 1916 dans les Aurès. Ensuite, le soulèvement de 8 mai 1945. Donc, le 1er novembre n'est pas né comme ça. C'est un sacrifice qui aboutit finalement au 1er novembre, qui est un repère, un symbole dans notre espoir. Moment fondateur également de notre histoire, M. Béchir, c'est novembre, donc c'est une histoire d'une détermination d'un petit groupe d'hommes qui ont décidé de rompre avec les anciens appareils politiques traditionnels pour envisager une autre option afin d'en finir avec le colonialisme. Oui. Effectivement, au risque de déplaire aux tenants des événements d'Algérie, le 1er novembre marque bel et bien une révolution qui va embraser tout le pays. Et elle a été, comme vous l'avez dit, menée par un groupe d'hommes qui a lutté depuis les massacres de 1945. Ils ont décidé de préparer la révolution. Pour ça, on peut dire que c'est vrai, la durée de la préparation de la révolution a été courte, mais la formation, elle était longue, parce qu'elle a duré pratiquement 9 ans. Et c'est là que tout le peuple algérien était formé politiquement pour libérer son pays. Vous évoquez le peuple algérien, d'ailleurs, les 6 responsables qui ont pris l'initiative de déclencher la guerre de libération. Le premier acte
Vous avez évoqué tout à l'heure, Madame Saliha Felsaci, la proclamation du 1er novembre. C'est le premier acte qu'ils ont pris, c'est de s'adresser, de faire cet appel au peuple algérien. Et c'est également un serment, c'est le serment des braves, comme on dit. Bien sûr, bien sûr. Comme viennent de l'évoquer les amis présents ici, le 1er novembre n'est pas sorti du néant. C'est une suite de révoltes populaires, une suite de combats sans fin de 1830 jusqu'au 8 mai 45. Je m'attarde un peu sur le 8 mai 45 parce que ça a été l'étincelle, en fait. Ça a été l'étincelle qui a précédé novembre. Après les massacres du 8 mai 45, je pense que la plupart des révolutionnaires avaient compris que ce qui avait été pris par la force ne pouvait être repris que par la force. Et c'est pour cela que ces partis que nous avions évoqués et qui finalement n'avaient donné aucun résultat, n'avaient donné aucun résultat sauf celui de convaincre une minime partie de militants qui n'étaient pas connus, qui étaient issus de l'OS, qui avait été créé en 1947, je crois, et qui avait été décapité en 1950, la plupart de ces animateurs mis en prison, et ceux qui avaient échappé à la prison avaient été condamnés à de lourdes peines de prison et s'étaient réfugiés dans les maquis. Ce noyau de révolutionnaires a décidé de passer à l'action. Il fallait en sortir des querelles, parce qu'il faut les évoquer, des querelles de clochers entre les messalistes d'une part et les centralistes d'autre part, et c'est pour cela que la réunion des 22 en 1954, suivie du noyau des 6 que vous venez d'évoquer, lors de cette proclamation de novembre qui est ici, s'adresse au peuple, mais dans le premier paragraphe, il se démarque absolument des deux antagonistes qui étaient connus à l'époque, les centrales. Nous n'avons rien à faire avec ceux-ci. Nous les avons contactés. C'est la fin de la politique politicienne. Tout à fait. Place à l'action. Place à l'action, mais quand on lit justement ce texte ô combien important, derrière ce texte, les 6 plus les 3, oui, les 3 de l'extérieur, Ben Boulaïd, Bitat, Krim, Didouche, Ben Mehdi, suivi par Krim, Didouche, plus donc Ahmed Ben Bella, Aït Ahmed et Khider. Ils lancent leur action, mais jamais sans le peuple Boukhalifa. C'est ça la force peut-être de ce texte fondateur. En fait ce texte, ce petit texte de 3 pages, il réunit l'ensemble de la pensée politique algérienne depuis qu'elle a émergé, dans son aspect d'abord résistance à la colonisation, soulèvement contre la colonisation, transformation des méthodes de lutte. On passe à des méthodes plus modernes, des méthodes politiques, à partir du début du XXe siècle. C'est-à-dire que ce ne sont pas comme beaucoup d'historiens français, y compris les plus grands classiques, veulent raconter l'histoire de l'Algérie en pointillé, comme si c'était une succession de faits, d'escarmouches, de soulèvements. Non. Il y a une suite tout à fait logique. Tout à fait logique. À la résistance a succédé la résistance militaire. À la résistance militaire a succédé la résistance contre la colonisation, c'est-à-dire l'accaparement des terres, les soulèvements régionaux. C'est tous ces soulèvements qu'on disait régionaux qui ont consolidé
la notion de nation algérienne. Parce que celui qui se soulevait, Fenimam Shah, l'autre, il y avait l'écho d'un autre soulèvement, de Ouletid Cheikh. Oui. Celui qui se soulevait du côté de l'Qala, il y avait son Les écho. Acha également. Les Acha, Oui. tous ces soulèvements, il y avait donc, on a défini qui est l'ennemi. L'ennemi, c'est le colonisateur. Qui est l'ami? L'ami, c'est celui qui se bat contre le colonisateur, c'est le colonisé. Et cette relation colonisé-colonisateur va demeurer jusqu'à 1962, là où Camus se trompe, le combat, ce n'était pas la justice de sa maman, c'était le colonisé et le colonisateur. Oui. L'équation devient autre, le rapport devient autre. Donc, c'est cette extraordinaire formation lente, formation politique, très lente. Et à chaque fois, à chaque crise, on se relève sans arrêt. Le relais, quand l'affaiblissement a été généralisé sur le territoire national, ça a été repris en écho par les travailleurs en France, les ouvriers qui allaient, qui s'expatriaient pour le pain, chercher leur pain ailleurs, dans ce qu'on a appelé l'exil. L'exil n'était pas un plaisir pour ces gens-là. Donc, c'est tout cela est résumé dans ce texte. Et c'est vrai qu'il a fallu, la France, depuis qu'elle est rentrée, a toujours refusé de dialoguer. Elle a toujours considéré, donc, ce qui est tout à fait normal, c'est un non-sens que de croire qu'un colonisateur va discuter avec le colonisé. Ça, c'est un non-sens. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans le projet, ni dans la pensée, ni dans du colonisateur que de discuter avec un colonisé. Il a fallu que ce colonisé pose le fusil sur la table, le fusil de chasse. C'est l'histoire du fusil de chasse. Alors, quand on a mis le fusil de chasse sur la table, oui. Ils ont dit, ah tiens, c'est vrai, on avait oublié cet aspect de la chose, parce que la répression, le qahr du colonialisme a fait taire, a créé la peur. Il suffisait de 2500 gendarmes pour faire taire tout un peu. Et 54, justement, ils sont venus, ils ont amené un autre élément, le fusil de chasse. Face à la quatrième puissance mondiale. D'ailleurs, la perspicacité des hommes de novembre, c'est d'avoir compris, M. Salah Al-Gharour, que le peuple était prédisposé donc à mener cette lutte importante, déterminante à l'époque. Ben oui, comme on disait, ce qui a forgé ce nationalisme, cette unité, la naissance du mouvement national, c'est ces différents mouvements de résistance qui ont eu depuis l'invasion du colonialisme français en 1830. Donc, les Algériens, ils ont essayé toutes les possibilités, y compris les possibilités pacifiques, c'est-à-dire la naissance des mouvements politiques au début des années du siècle dernier, les années 20, pour essayer de régler cette situation pacifiquement. Ce qui a fait la naissance de partis politiques, différents partis politiques, y compris de l'assimilation, pour assimiler. On a revendiqué toutes les possibilités jusqu'à la naissance après du mouvement qui a rassemblé pratiquement tout. C'est le mouvement national, c'est l'MTLD, c'est le Front nord-africain qui a rassemblé en gros toute la sensibilité politique, même si les autres sont restés exister encore. Et ce qui a fait naître donc
Et ce groupe des novembristes, justement, et ils n'ont pas supporté l'attente des dirigeants politiques depuis jusqu'à la création de l'OS. Et puis ils ont décidé, ils ont osé, comme a dit Ben Mehdi de Chmourad dans la réunion des 22, ils vont dire qu'ils ont osé. Ils ont dit on va la faire, on va mourir, mais ils vont dire qu'ils ont osé. Et en effet, ils ont osé, c'est des gens vraiment inconnus, que moi je qualifie, enfin, pas certainement que moi, mais c'est une génération vraiment exceptionnelle. C'est une génération exceptionnelle à décider d'affronter une des plus grandes puissances. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il n'y a pas d'aide. Ce n'est pas la guerre du Vietnam, ce n'est pas la guerre, il n'y a aucune aide, y compris celle des amis des pays frères, parce que les pays frères demandaient passer à l'action avant. Si vous voulez qu'on vous aide, il faut qu'on voit, allez, lancez-vous dans l'action. Donc ce courage de prendre des armes, des fusils de chasse, de prendre pour se défendre, pour finalement pour en finir avec un système, le pire système qui aboutit donc au 1er novembre et je pense on ne va pas évoquer les associations, les partis politiques, c'est peut-être pas les détails là, c'est dans ces détails. Donc ça a donné cette révolution qui a été, il ne faut pas oublier, mais comment, accueillie par vous êtes le frère d'un novembriste, etc. Comment ces Moudjahidines, les premiers noyaux donc, de Moudjahidines, ont compris très vite que le peuple allait suivre? Oui, de toute façon, c'est sensibilisé. Moi, je vois dans la région, dans les Aurès, par exemple, les paysans étaient sensibles. Oui. Et même en 8 mai 45, il y a des manifestations en plein chez les paysans, c'est-à-dire, ce qui n'est pas noté dans les grands événements de l'historiographie d'une manière générale, oui. Donc, c'était facile. Et puis, on sait que la région des Aurès était une pépinière, surtout la région d'Aris, Chmoul, toute cette région-là, étaient tous dans le MTLD, dans le PPA, dans le Parti du peuple algérien, et adhérents du MTLD. Il y avait des militants, des centaines de militants. Des militants, je ne parle pas et c'est comme ça que Boumboulaïd a réussi à s'en rassembler 300 combattants qui étaient disciplinés. C'est-à-dire, c'est pas... Après, des moudjahidines, après, des paysans ont rejoint le maquis, mais 300 combattants disciplinés. Je vois l'organisation de la préparation de novembre dans les Aurès. C'est fait, après il y avait un congrès de centralistes à Constantine, en Constantine, où moi je vois là, je me base sur des récits de Hajoul qui donnait des détails très importants sur les réunions. La réunion de Constantine, ensuite la réunion d'Alger. Ouais. La réunion d'Alger en juillet, en août je pense, 54, ouais. Qui s'est passé ici à Alger. Et c'est là où la délégation des Aurès, dirigée par Cheikh Hani Bachir, ouais. a appelé dans cette réunion à la neutralité. La neutralité, pour l'époque, c'était passer à l'action et préparer le CRIA. C'est eux qui appelaient à la neutralité. Et donc, la préparation était faite. Ils ont sondé dans la réunion, il y avait 200 personnes, que les gens étaient prêts à attaquer. Ben Bouled n'a pas assisté à cette réunion. Il était en Kabylie de convaincre Karim Belkacem, parce qu'il faut savoir que tout le monde était messaliste. Je dis messaliste, tout le monde. Et ceux qui ont déclenché, c'était aussi des nationalistes. Des gens de MTLD. Donc, sortir de PPA, de MTLD, c'était pas possible. Ouais. Donc ce groupe-là a réussi avec le CRIA à préparer une action armée, à faire une formation. Moi je vois au niveau de Khanchla par exemple,
les paysans ont commencé, les militants, il y avait à Khancha, il y avait 60 militants engagés. Et c'est un secret absolu. Ce qui est formidable aussi dans ça, maintenant on découvre des archives, c'est qu'ils n'ont pas été découverts. Même ceux qui ont été arrêtés après, j'ai trouvé dans le document, ils ne connaissaient pas. Celui qui a une bande au nord, celui qui portait ça, ils ne se connaissaient pas. C'est des militants, mais ils ne se sont rencontrés qu'au moment du déclenchement de la Révolution. Donc, pour dire l'importance et la formidable organisation et le secret tenu. La clandestinité qui a été donc adoptée comme mode de fonctionnement. De la même manière, je pense, en zone 5, vous avez évoqué un petit peu l'état d'esprit, donc à la veille du premier dont les Aurès. Je pense que du côté de la zone 5, future Wilaya 5, l'Arabie du Midi avait compris, il avait son réseau, notamment à Moustaganem, où il avait tenu sa réunion également. Moi, je voudrais revenir à l'ensemble des acteurs de novembre en Algérie. C'est qu'ils avaient une stratégie et surtout, c'était des intellectuels. Ils ont mené cette préparation, cette formation politique dès le départ sur des actes bien précis. Et en plus, je rappelle que Aït Ahmed, par exemple, il était au lycée à Ben Aknoun, juste après les massacres de 1945. Il a décidé de quitter. Et il n'a jamais travaillé, que ce soit lui, que ce soit Ahmed Ben Bella, que ce soit Ben Behidi, Didouche Mourad. Ils n'ont jamais travaillé. Ils avaient pour option de former. Et ils avaient aussi, on se rappelle lors du congrès constitutif du MTLD en février 1947 à Alger, ils ont imposé l'aile militaire qui était l'OS. Et par la suite, le premier congrès de l'OS, c'était en 1948 à Zeddin, dans la région de Ain Defla. Et on sait, lors de ce congrès, c'est là où ils ont tracé une stratégie. C'est un comité central élargi. Donc, ils ont fait une stratégie pour préparer la lutte armée. Et de là, on sait que le peuple, il était impliqué parce qu'il y a eu aussi des massacres après. N'oubliez pas, lors des élections de 1948 de l'Assemblée algérienne, et c'est Aït Ahmed qui le rappelle, à Dchemia, il y a eu 22 morts. Et il y a eu, sur les 52 candidats du PPA-NTLD, il y a eu 32 arrestations. Les candidats. Et ce qui fait, le jeu était entre les politiciens et entre l'aile militaire du parti. C'est pour ça que j'ai dit bien au début que la formation a eu quand même un certain temps, la formation politique. Et on sait aussi l'organe principal du PPA-NTLD, l'Algérie libre. Et c'est Aït Ahmed qui le dit, comment les rédacteurs du journal, pour préparer un sujet, et il se basait sur les rapports des PASMA au niveau national. J'aimerais revenir avec vous, Monsieur Béchir, si vous le permettez, sur les préparatifs. L'Arabie du Midi, il avait contacté, il avait donc des appuis, des militants qu'il avait contactés pour préparer justement le déclenchement de la guerre de libération, dont l'Oranie d'une manière générale. Oui. Dans l'Oranie, parce que avant, lorsqu'il y a eu le parti du MTLD, il y avait des délégués permanents au niveau on appelait ça des chefs de daïrat. C'était qui? C'était des membres de l'organisation spéciale. Ça veut dire que les directives étaient bien précises. C'était pas difficile pour redémarrer ce système de l'os à travers toute la région de l'Oranie. Et on rappelle que l'Oranie a été toujours présente pour prendre en charge et régler tous les problèmes des militants algériens. Lors du complot de l'os en 1960, Ben Bella, en 1950, Ben Bella
a placé plus de 60 militants du centre et de la Kabylie dans la région de Mnisous. Et nous savons que par la suite, cette région de Mnisous a accueilli Boussouf à partir de 1950. Et c'est pour ça qu'il est resté jusqu'aux les préparations de la Révolution. L'Arbi Ben Mehdi était chef d'aïra à Sidi Ben Abbas Tibouchent. Et Ben Abdelmalik Ramdani, il était chef d'aïra à Nemour, aujourd'hui Ghazawet. Et à Mostaganem, il y avait dans un premier temps, il y avait Rres de Constantine, et c'était aussi un membre de l'OS, et il y avait Fartas Mohamed. Et cette réunion, il y avait une réunion importante, parce que la réunion de Willis. Non, la réunion la plus importante, c'est au niveau d'Oran. C'était l'ultime réunion d'ailleurs de l'état-major de la zone 5, c'était à Oran. Exactement, chez un militant qui s'appelait Ouhaddad Arzqi, dit Ami Bouhou. Et c'est là qu'ils ont désigné les différents responsables des zones de l'Oranie, à savoir la zone 1, Maghnia, Sebdou, Beni Snous, Turan, Sabra aujourd'hui, c'était Boussouf. La zone 2, Nemour, Ghazawet, c'était Fartas Mohamed. La zone 3, c'était de Doran à Remchi, ils ont désigné le Hajj Ben Allah. Et la zone 4, c'était Ben Abdelmalik Ramdan. Et la zone 5, Saint-Lucien, Sig, Christel, Hammam Bouhadjaj, c'est Ahmed Zabana, dit Hamida Zabana. C'est un modèle, donc l'organisation. Il a été pratiquement calqué sur les 5 zones où il y a eu donc le déclenchement le 1er novembre 1954. Oui, vous parliez tout à l'heure de comment le peuple a-t-il été sensibilisé. Et vous avez eu des débuts de réponse. Là, j'aimerais juste compléter pour dire que dès la création de l'OS, parce que la création de l'OS est venue, elle non plus, elle n'est pas venue de nulle part, c'était des militants qui étaient au PPAF-DLD ou à l'UDMA ou aux Amis du Manifeste, donc ils avaient déjà cette formation politique. Quand ils ont compris que le passage à l'action devenait impératif, ils ont créé l'OS. Et l'OS s'est chargée de sensibiliser. Et elle avait cette structure organique que notre ami vient de développer devant nous. Donc, à partir du moment où ces militants de l'OS, qui étaient dans la plus parfaite clandestinité, ont pu sensibiliser le peuple, et j'aimerais ajouter quelque chose. Pour M. Boukhalifa, vous disiez qu'avant la Première Guerre mondiale, l'armée française était la première au monde. C'est vrai, c'était une puissance. En 1830. En 1830, très bien. C'était une puissance importante, la quatrième par la suite. Eh bien, cette armée française que l'on pensait invincible, beaucoup d'Algériens qui avaient été amenés à combattre durant la Deuxième Guerre mondiale ont vu l'armée française s'effondrer, ont vu la prise de Paris, ont vu la collaboration, ont vécu. Donc, il y avait eu, si vous voulez, le regard du colonisé face à ce colonisateur mis à terre. C'était déjà une première dégradation de l'image de cette puissance coloniale arrogante. Il y a eu ensuite Dien Bien Phu. Bien Phu, où un peuple colonisé, avec ses paniers lui aussi, a pu vaincre une des premières puissances mondiales. Tout ça a également permis de faire comprendre, pas seulement aux appelés ou aux combattants, mais également à la population qui vivait en symbiose. C'était ses enfants. C'est ces enfants qui sont partis. Et ce sont ces enfants qui sont revenus en 1945. Et ce sont ces enfants qui ont vécu les massacres du 8 mai 1945. Je prends un simple exemple pour Kharrata, le fils Hannouz, qui revient démobilisé
et qui trouve sa famille décimée et balancée dans les gorges de Kharrata par l'armée française, tout ça, ça amène une prise de conscience non seulement des militants, mais aussi des familles de ces militants et de leur environnement. Donc, moi je dis que le peuple était sensibilisé. Et c'est pour cela que cette proclamation de novembre, dont l'esprit va survivre, comme nous allons le voir dans le cours de cette émission, s'adresse au peuple. Et il ne fait pas de différence, contrairement aux colons. Il s'adresse à tous les Algériens, sauf aux colons, bien entendu. Évidemment. Et c'était un appel à la guerre, bien sûr, on va aller prendre les armes. Mais je pense que c'était également un appel à la paix. Et déjà, dans cette proclamation du 1er novembre, où on n'avait pas encore commencé l'insurrection du 1er novembre, déjà dans cette proclamation, on parle de négociation. Ça veut dire qu'on vient avec un esprit de paix. Et ce message de paix, nous le retrouvons encore jusqu'à nos jours, on aura l'occasion d'en discuter plus tard, mais c'était, si vous voulez, un des attributs de ce peuple dont on a voulu nier la langue, dont on a voulu nier la religion, et aller plus loin, dont on a fui l'existence même, puisque la colonisation en Algérie était une colonie de peuplement. On a voulu remplacer ce peuple algérien par un autre peuple. Voilà. J'aimerais donc que Boukhalifa revienne sur parce que c'est vrai, c'est un appel. C'est pas une déclaration de guerre, mais c'est une proposition de paix. Même Boukhalifa, donc il partage plutôt cette vision des choses. Je le dis très souvent et on risque de me répéter. Le mot guerre n'existe pas dans la proclamation. C'est une alternative supposée à la négociation, c'est-à-dire l'appel à la négociation. Venez qu'on discute, encore une fois. La guerre, le mot guerre a été prononcé pour la première fois par Mitterrand à Batna. Son voyage à Batna. Il n'y a pas de négociation. La seule négociation, c'est la guerre. C'est Mitterrand, ce n'est pas ces personnes d'autres. De toutes les façons, il faut partir de ce principe. Vous savez, la révolution, c'est un petit peu, c'est comme la foi. Saint Augustin disait une chose, il disait que, vous savez, Dieu, il faut d'abord comprendre pour croire. Ensuite, il faut croire pour comprendre. C'est exactement la même chose pour la Révolution. Le peuple vivait une situation. Il y a un groupe décidé, les 5, je parle des 5, je dis les 5, ils étaient décidés quel que soit X. Nous allons autour de Mohamed Boudiaf à l'origine. Autour de Moulaïd, Boudiaf, Didouche, Bitat, les cinq premiers, auxquels s'est adjoint ensuite Kerim Belkacem. Ils étaient décidés. Ils sont venus avec le projet qu'appuiera ensuite, lors de la réunion des 22, avec beaucoup de force et de colère, Souidani qui soutient ce projet. D'ailleurs, les 5, on va le retrouver, c'est eux, les 5 responsables. Oui. Justement, j'aimerais donc vous relancer parce qu'il a évoqué l'organisation en zone 5. Je pense que autour, la réunion du 23 octobre 1954, autour du FLN et de l'ALN, ils ont jeté les premiers jalons d'une organisation qui va survivre d'ailleurs à l'indépendance. Non, c'est-à-dire qu'ils sont partis pour se faire harakiri. Le CRUA se fait harakiri. Oui. Ils ont dit, bon, ça c'est un truc provisoire. Mais alors, on est d'accord, on passe à l'action.
Et c'est les 5, toujours les mêmes 5, les bouts en train. C'est eux qui ont poussé, qui ont entraîné tout le monde. Donc c'est les 5. Les 5, en fait, n'ont fait qu'exprimer la volonté de ce peuple de s'affranchir de la colonisation. Et là, ensuite, toute la direction du FLN ne fera que prendre en charge l'exécution de l'espoir de tout un peuple qui, on le verra en décembre 60, on le verra en juillet 61, le 17 octobre 61. en France, Oui. c'est-à-dire au cœur même du colonialisme. Je veux revenir sur une chose. Les Algériens, quand ils parlaient, ils ne disaient pas, avant, je parle d'avant 54, ils ne disaient pas Messaliyin. Messali, c'était un terme de la presse française. Oui. C'est un terme français. Ce n'est pas un terme politique qui était en vigueur parmi les Algériens. Messaliyin ou le Markaziyin. Ça, c'est la traduction des forces politiques en présence telles que lues et vues par la presse et les historiens ou les... C'est en français. Un Chab, il n'y avait pas. Cette histoire n'existait pas. Oui, je ne savais pas, mais c'est né à un moment de la scission entre... C'est là, on ne savait pas comment appeler les autres, on appelait les centralistes, les socialistes, mais avant, il n'y avait pas... Le terme n'existait pas. C'est né à ce moment-là. C'est-à-dire, parce que ils sont restés fidèles, les 5. Ouais. Ils ont demandé à Messali. Il leur a dit, bon, tu prends si c'est ça qui t'intéresse, prends la direction. Hein, non, lui, il voulait être le chef. Or, eux, ils se sont rendus compte que le culte de la personnalité bloque l'action politique. Et c'est la raison pour laquelle ils lui ont signifié que tu ne vas pas diriger tout seul comme avant. C'est-à-dire, tu désignes les membres du comité central, tu désignes les membres du bureau politique, etc. Tout cela, c'est fini. Il y a d'autres... D'où l'esprit de collégialité. Donc. Et toute la guerre de libération, même si elle s'est donnée des responsables organiques, toute la guerre de libération a été menée de façon collégiale. Il n'y a pas eu un leader sorti comme ça du lot. Il y a bien sûr des personnalités qui se sont affirmées, qui se sont distinguées, qui se sont affirmées. C'est vrai, je pense à Ben Meidi, à Machri, qui a un moment donné, au départ, évidemment. ce qui est utile, ce qui est normal aussi. D'ailleurs, dans les Aurès, par exemple, M. Salah Lagro, Ben Boulaïd, était c'est le premier à mettre en place donc cette collégialité dans la gestion de cette importante zone à l'époque. Oui, c'est sûr, au niveau de la réunion des 22, c'était Ben Boulaïd qui était un peu le rassembleur et la personne la plus. Et lui, il n'était pas clandestin, donc il se permettait de... Non, vous parlez de leader collégial. Moi, je me demande toujours, c'est une question que je me pose, que je profite de la poser ici, c'est peut-être à ça le manque, justement. On n'a pas de leader. C'est ça, moi, à mon avis, qui manquait, parce qu'après, on voit quand même les dissensions qu'il y a eu pendant la guerre de libération. On n'avait pas un homme charismatique comme Messali, par exemple. S'il avait imaginé, Messali avait suivi... le FLN. Messali, il était quelqu'un de respecté, de connu. Il y avait justement, c'était juste, je ne serai pas long. La question du leadership a été posée par l'accaparement de la décision politique par Messali pratiquement de 1926 jusqu'à 1953. Jusqu'à 1953, le golpe du comité, de ce qu'on appellera le comité central. Jusque-là, ça ne menait à rien. Et puis, la tiédeur
de Messali et du groupe de sa garde prétorienne, de ses proches, a commencé juste après l'amnistie de 1946, quand Messali est revenu. Il a vu qu'il y avait de nouvelles têtes qui avaient été recrutées par le docteur Lamine de Bari pendant que Messali était en prison. L'activité partisane du PPA, le parti indépendantiste, n'avait pas cessé. Donc, Messali, il faut dire, c'était un leader. Quand il est sorti de prison, il a vu les jeunes, les nouveaux, etc. Et puis, vous avez souligné tout à l'heure, les jeunes, ils sont venus, ils ont posé un problème. Quand on leur a dit, nous allons aller aux élections, les jeunes, ils ont dit, vous allez aux élections, on pose l'alternative de la libération par les armes. Création de l'os. Vous voulez un parti officiel, etc., qui va aller aux élections, on va créer l'alternative. Ne pas écarter l'alternative par la violence. Et donc, en fait, le schisme les arrière-pensées. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi une chose. Les Français, les politiques français, les dirigeants français, ils aimaient bien cette solution d'avoir affaire à une seule personne, un leader. C'est plus manipulable que quand il y a un groupe. Mais là, c'était un front. Un front. Donc, je pense que c'est ça qui a... Et je crois, à mon avis, c'est juste un avis peut-être, c'est peut-être subjectif, mais on ne s'en est pas très mal porté d'avoir un groupe qui, jusqu'à 62, on a dit, c'est comme ça que ça fonctionnera. Oui. Et puis, moi je crois qu'on a limité la casse, on a réussi à avoir, comme c'était un front, donc il y avait plusieurs tendances, plusieurs oreilles et plusieurs langues en même temps. Je crois que ça a été très sage de la part des dirigeants du Front de Libération Nationale. Monsieur Béchir, oui. Oui, je voudrais revenir toujours à l'Oranie, à la zone 5. Oui. J'ai pu recenser plus de 603 moudjahidines qui étaient prêts à l'action la nuit du 1er novembre, oui. Mais par manque d'armement et suite aux directives des responsables, ils ont limité les actions à un certain nombre de militants qui étaient de 186. Oui. Et dans ce nombre, on va trouver le plus nombre de moudjahidines qui ont participé pratiquement à travers l'Algérie à Mostaganem. Et il y a eu sur les 603, 144 martyrs. C'était des novembristes, 140 martyrs et 3 guillotinés qui sont Zabana, Shreyed et Bemlik de Sidi Bel Abbas. Il y a eu 4 moudjahidines qui ont perdu la raison pour toujours. Je reviens à Mostaganem. Pour Mostaganem, qui représente sur les 186 moudjahidines. C'était le carrefour de cette. Oui, qui ont participé aux différentes actions en Oranie. Mostaganem représentait plus de 50%, 114 militants ont participé aux différentes. Pourquoi? Parce qu'à Mostaganem. D'ailleurs, les principales actions en Oranie, c'était à Mostaganem. Oui. Pourquoi Mostaganem? Parce que Mostaganem, il y avait un homme, un génie, qui a pris la décision de rentrer dans le neutralisme sans qu'il sache qu'il y a d'autres militants qui optent pour cette directive. C'était le shahid et le grand moudjahid, le Bourdi Amar. Et lui, c'est le 14 février, dans une union de la Qasma de Mostaganem, où il va prendre la décision de sortir et de dire, moi je ne suis ni avec la tendance messaliste, ni avec les centralistes. Et il y avait un autre homme qui l'a appuyé de la région de Mostaganem, parce que le Bourdi Amar représentait le Dahra de Mostaganem. Ouais. Il y avait un autre homme de la région de Mostaganem, c'était Dahra al-Hajj, Douar al-Hchem, et ce Douar, il est connu
comme un double de nationalistes. D'ailleurs, lors de la crise du groupe de Karim Belkacem Matiz Youzou, il y a eu même un militant qui s'appelait Moussaoui Mohamed qui a été, il a pris refuge à Douar el-Hchem. Et pour dire que le Bourdi Amar, il va créer avec d'autres grands militants tels que Sahraoui Abdelkader Dil Mihoub, la section de Sidi Ali Kassen. Et il va y avoir aussi un homme qui va jouer un rôle très important entre liaison par la suite avec Ben Abdelmalek Nassi Ben Hamiti Mohamed Ben Haïba. Il sera aussi co-responsable de l'attaque de la gendarmerie de Kassen la nuit du 1er novembre, où il y a eu le premier mort fils de colon, Laurent François. Et il va y avoir le shahid Gouad Sba al-Miloud à Bosquet, aujourd'hui Hadjaj, et à Ben Abdelmalek Ramadan, le village qui s'appelait Ouis. Il y a eu deux sections. C'était la section qui était aussi conduite par le Bourdi Amar, Ouled el-Hajj, et une section qui s'appelait Rouaouna Willis, par Ben Adroum Hamou. Et il y avait un groupe à Achacha, là où il devait y avoir le PC de la zone 4, exactement à Chorof al-Jbel. C'était une zone montagneuse, limitrophe au département d'Orionville à l'époque, aujourd'hui Chlef. Et pour dire comment Bourdi Amar a pu faire le contact avec la direction nationale, à la tête, bien sûr, Shahid Boudir Mohamed, c'est qu'il y avait un fief de nationalistes, c'était à Tijdit. Toujours au mois de juin, il va rencontrer des émissaires, des messalistes qui demandaient aux militants vous savez, des grands militants tels que le Bourdi, s'ils pouvaient participer au congrès d'ONU. Alors il a donné son avis, il a dit moi je peux venir mais en observateur pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Pardon, je vais terminer parce que pour comment il y a eu le contact, il faut que je termine. Et au mois d'août, les centralistes ils vont faire leur congrès à Alger. Et là, Bourdi va envoyer deux émissaires, Ben Hamiti Mohamed Ben Haïba et Tahar el-Hajj. Ils vont rencontrer Shahid Ben Abdelmalek Ramadan, qui est venu juste pour les contacts. Il a demandé à cette délégation de Moussa Ghanem comment va Moussa Ghanem. Ils lui ont répondu Moussa Ghanem, c'est comme l'Algérie, il y a les trois tendances. Et vous, on est avec les neutralistes. Et c'est là qu'il y a eu le contact. Ibn Abdelmalek Ramadan est venu à Moussa Ghanem pour faire la liaison et préparer la révolution avec le Bourdi Amar. Donc, puisqu'on parle des actions, les premières actions, nous savons que dans les Aurès, il y avait donc les actions à Batman, mais c'est surtout à Khnishla où il y avait donc, c'est donc sous la houlette de votre frère Shahid. Je vais parler plus tard avant d'oublier, d'en parler tout à l'heure, de souligner quand même le caractère aussi pacifique de la révolution, pacifique entre guillemets, parce que avant le déclenchement dans les Aurès, Mboulid il a rassemblé une dernière réunion après, il y a eu plusieurs réunions. La dernière, c'est El Green dans un Douar Ouled Fadel. Ajoul raconte que la réunion a eu lieu vers le 20 octobre. Et c'est là qu'il a rassemblé 7 personnes, Chehani Bachir, Abbas Rour, Ajoul, Khantrad pour Barika et Hajjaj, qui c'est encore bon. Tout l'état-major l'état-major de la région, tous les dirigeants, et c'était le 20 octobre. Et c'est là ils ont fait jurer, ils ont lancé le mot d'ordre, déterminer les groupes, les chefs des groupes. Moi, ça, pourquoi? Pour arriver à quelque chose, pour dire est-ce que cette réunion de 20 au 22 octobre n'était pas prévue pour celle des 22. Parce que Mboulid s'est rassuré, les groupes sont prêts
ils sont armés pour, dans la réunion de 22, dire je suis prêt, on peut aller. Donc ça c'est pour Les actions. les ordres étaient aussi de ne pas tuer ni civils, ni enfants, ni femmes, ni sentinelles s'ils ne résistent pas. 1er novembre, quand on parle des Aurès, on cite toujours l'instituteur qui a été assassiné. Alors là, les gens oublient, d'abord c'est une erreur. Ben Boulaïd pour ça, mais la presse ne l'a pas, à l'époque ne l'a pas signalé. Il a écrit une lettre, il a donné à un militant communiste du Parti communiste algérien, ce qui s'appelle Gurouf, qui était enseignant à l'école coranique. Donc, pour dire, on dit communiste, il était enseignant à l'école coranique, il n'a pas voulu rejoindre le maquis, il était membre du Parti communiste algérien, et Boulaïd profitait, il lui a donné pour transmettre au Parti communiste pour expliquer les conditions de la mort de cet instituteur. Donc ça, c'est pour souligner, on parlait des préparations aussi, pour Khanchla, les détails là-bas, c'est... Non, les premières actions à Khanchla, c'est... Oui. Mais la sensibilisation de l'Hammam, les mariages, il faut chanter le chant nationaliste de l'époque, et avant tout, dans les marchés des douars, c'est-à-dire que c'était chaque hebdomadaire, il faut sensibiliser les gens. Donc la population était sensibilisée par il y avait un travail donc, qui a été fait en aval. Qui sont simples. Pour Khanchla, c'était... donc après la réunion de Green, tout le monde... il y avait au moins 15 endroits dans les Horaces. Vraiment, les Horaces, c'est l'année. Mais elles sont flammées. Tous les villages aussi éloignés, aussi petits, avaient leur groupe. Et donc la presse a parlé des groupes où il y a eu à Khanchla, par exemple, il y a un officier qui est mort, un soldat qui est mort, à Batna aussi, mais il y a eu dans tout Al-Wulja, Shmoul, Aris, il y avait au moins une vingtaine, mais certaines n'ont pas réussi, ou les gens n'étaient pas présents à ces actions-là. Pour Khanchla, c'est une opération qui a réussi, c'est-à-dire reconnue grâce à Abbas l'historien, avec l'organisation de Abbas Aror, qui était donc militant de NTLD depuis les années 45. Il a sensibilisé à l'organisation des manifestations de 8 mai 45, à Khanchla, etc. Et donc là, Abbas a décidé d'attaquer avec 40 personnes. Et dans cette réunion à Boumboulaïd, justement, il a dit, parce que Boumboulaïd lui a dit, vous êtes libre, tu es libre d'organiser ta façon de... Ils ont déterminé quand même les points à attaquer, 5 points principaux à attaquer dans la ville, qui sont d'abord le transformateur électrique, téléphone, la gendarmerie, la police, la caserne et le siège du administrateur de la commune mixte. Donc ces points-là ont été attaqués. Donc la réunion a eu lieu une journée avant, et en plus c'est les chefs de groupe qui étaient au courant. Les groupes eux-mêmes n'étaient pas, la veille n'étaient pas au courant de l'attaque des groupes de la ville. Donc les chefs étaient prêts, évidemment ils ont été sensibilisés avant. Il y avait des entraînements sur les armes dans les devoirs. Et puis il y a eu une réunion dans un lieu qu'on appelle El Silan. Maintenant, c'est devient un lieu historique pour la région, enfin pour l'Algérie aussi. C'est un lieu important de réunion. Et c'est de là il y a eu l'attaque de la commune, de la ville. Donc l'attaque a réussi à la police. Ils n'ont pas tué des soldats, des policiers, parce que l'attaque a été par un groupe qui aurait pu tuer les policiers. Ils n'ont pas tué les policiers, je pense qu'ils n'ont pas résisté. Ils ont pris quelques armes, et puis donc la caserne, ils ont attaqué la mort de cet officier, un blessé qui est mort le lendemain. Abbas aussi à la commune mixte, et puis les cinq lieux ont été attaqués. Et puis ils sont regroupés il y a eu un blessé,
qui a été soigné par un infirmier, Salim Boubacar, qui attendait un lieu de regroupement après l'attaque de la ville. Donc, Khanchla était médiatisé par cette action de premier officier. Et je signale aussi, pour dire aussi, novembre, ce qui a fait de novembre par rapport aux résistances précédentes, c'est que quand même, il y a eu des actions partout en Algérie, réussies ou pas réussies. Il y a eu Mascar, il y a Sidani, il y a Bazazga, il y avait Khanchla, Bouira, Azazga, Alger, Boufalik, c'est extraordinaire, c'est partout. pas des Français. Biskra, il y avait Biskra. Oui. D'ailleurs, le titre de l'éco-Doran de l'époque du 2 novembre 1954, il y a eu des actions de Khanchla à Kassan. Ah oui, c'est ça. Donc ça c'est le volet action, parce que et c'est ça la perspicacité des dirigeants donc du Front de Libération Nationale, c'est de mener cette action sur deux fronts, l'action militaire et l'action politique. Et l'action politique était inscrite dans cette proclamation dont on parlait tout à l'heure, Madame Jeffel, la portée de ce texte. C'est un texte qui ne cesse pas de nous interpeller, de nous parler. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. C'est un texte où l'on va retrouver tout ce qui s'est fait pendant la Révolution armée et ce qui a été fait par la suite. On disait tout à l'heure, on parlait d'intellectuels, de pas intellectuels. La révolution algérienne a démarré avec tout le monde. Elle a démarré avec le paysan qui ne connaissait que sa charrue. Elle a vu le médecin, Dr Lamine de Berrine, l'étudiant Hussein Aït Ahmed. Il y a eu de tout. Mais ce qu'on doit reconnaître, c'est que ce texte que nous avons entre les mains, on a l'impression que ça a été fait par des hommes extraordinaires, avec une vision et une perspective que l'on pouvait difficilement imaginer à l'époque. Parce que ce texte, comme nous l'avons dit, c'est un appel à la lutte. À la lutte contre qui? À la lutte contre le colon. C'est un appel au peuple. Parce que c'est le peuple qui a subi la colonisation. C'est le peuple qui a été brimé, affamé. Il était non seulement, je ne parle pas du chômage, parce que le chômage c'était peut-être le moindre mal, mais il y avait la famine, il y avait les maladies, le typhus, le choléra. Donc ce peuple-là, il voulait changer de statut. Donc la sensibilisation était très facile. Mais ce texte, en même temps, comme nous l'avons signalé, c'était aussi un appel à la paix. On voulait négocier. Quoique, je tempère un peu mon propos, parce qu'au moment où il y a eu les élections de l'Assemblée générale algérienne, les élections à la Naïgélène, les membres de l'OS, je crois, s'étaient déjà fait une raison. Ils savaient que ce n'était pas par ce biais que nous aurions l'indépendance. Et c'est pour cela que dans ce texte-là, on précise les buts. Les buts, c'est l'indépendance. Le but, les moyens, voilà, les objectifs. le but, c'est l'indépendance. Oui. C'est l'unité. Pourquoi créer un front alors que nous avions des partis politiques? Pourquoi demander à ce que les adhésions à ce front soient individuelles? Pour que nous ne retombions pas dans les travers précédents. C'est un texte unificateur. Il n'y avait que le Front de Libération Nationale et son aile armée, l'armée de Libération Nationale, qui était ouverte à tous les Algériens qui adhéraient au but qui était clairement défini. Bien sûr, quand on parle de but, il faut aussi parler des moyens. Oui. Ces jeunes qui étaient inconnus, à part peut-être, Ben Boulaïd et Karim Belkacem. Karim Belkacem avait pris le maquis dans les années en 1947. Ben Boulaïd préparait le 1er novembre depuis longtemps. Ce qui explique que quand le 1er novembre a commencé, à la même heure, bien qu'il y ait eu des actions
dans toute l'Algérie, et ça c'était très important parce que c'était la première fois. C'était la première fois. On a eu toutes les révoltes que vous avez citées, les Achal, même l'émir Abdelkader quand il a combattu. Pour la première fois, toute l'Algérie était en flammes, avec des fortunes diverses. On n'a plus beaucoup de temps, donc je fais un dernier tour de table. On a dépassé le temps qui nous a été imparti, donc un dernier tour de table. 70 ans après, c'est la même question, donc je commence par vous. Novembre, donc 70 ans après, la mémoire de novembre, M. Abbas. La mémoire de novembre, novembre c'est un symbole. Moi j'ai noté, je crois, dans mon livre, c'est le repère. Le 5 juillet, c'est le repère, et le point zéro, c'est le 1er novembre. Quand vous avez un repère, le point zéro au démarrer, le repère de l'Algérie unie, c'est le 1er novembre 1954. Monsieur Béchir. Le 1er novembre, c'est une date historique, faite par des hommes historiques. D'ailleurs, pour l'Orani, je vais نطلب الشفاء للمجاهدين تاع 1 نوفمبر اللي ما زالوا حيين الله يشافيهم بالحميتي محمد بن ذهيبه بوشارب عبد القادر قراوي عبد القادر بنقانه صالح الملح مروك سعيد العمريه فرطاس الحسين دورون سعيد اسطنبولي سان لوسيان زهانه حاليا. Bokhalfa, après, on termine avec Mme Jeffès. Novembre, 70 ans après. 70 ans après, maintenant, on ne le dira jamais assez, le 1er novembre, nous savons tous ce qui s'est passé. Maintenant, il faut l'interroger. Il appartient à tous les Algériens d'interroger cette date, de lui poser des questions. Et il appartient à ceux qui font de la recherche, à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de ce pays, de chercher les réponses. Et tout dépendra de la pertinence ou de l'impertinence des questions que nous allons poser. Il est indispensable de passer à une autre phase d'écriture de cette histoire par l'interrogation. Le mot de la fin vous revient, Madame Saliha. Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que ce texte, même s'il est toujours d'actualité, mérite que l'on interroge. Car où en sommes-nous 70 ans après? Nous n'avons pas, ce n'est pas un constat que nous voulons faire. Nous voulons rétablir des faits. Et à l'heure actuelle, beaucoup d'efforts sont faits en ce qui concerne la mémoire. Beaucoup de moudjahidines qui ont vécu le 1er novembre et après le 1er novembre écrivent leur mémoire. Ce n'est pas l'histoire, hein. Ils écrivent leur mémoire. Mais c'est déjà une ouverture. Et moi, ce qui me réconforte un petit peu, c'est que beaucoup de ces principes inscrits dans cette proclamation sont encore mis en œuvre aujourd'hui. La solidarité avec tous les peuples. L'unité du peuple. Ça, c'est important, c'est déjà dans la proclamation de novembre. Aussi, lorsque nous sommes solidaires avec la Palestine, lorsque nous sommes solidaires avec le Sahara occidental, nous sommes solidaires avec des peuples qui ont vécu ce que nous avons vécu nous-mêmes. Ça, c'est resté, c'est un des enseignements de novembre. J'ai un autre exemple aussi. Pendant les marches du Hirak, les jeunes, je ne parle pas des personnes âgées, les tout jeunes qui défilaient derrière les pancartes de La Pointe, de Ben Mehdi, de Didouche Morad, ils se sont appropriés l'esprit de novembre. À eux aussi de l'interroger maintenant. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir participé à cette émission, d'avoir donc célébré avec nous ce 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954. Madame Saliha Felsassi, vous êtes moudjahida, Bokhalfa Amazit, journaliste, scénariste, Salah Laghrour, frère de Abbas Laghrour, novembriste, aux côtés de Ben Boulaïd dans la zone 1, les Aurès Memcha, et Hadj Béchir, auteur et chercheur en histoire.
Encore une fois, merci. Je remercie également Merci à vous. l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Et à très bientôt.